Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 16 octobre 2025, c'est notre bulletin numéro 260 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en inscription comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. La conférence privée pour nos abonnés aura lieu vraisemblablement dimanche puisque vendredi et samedi c'est la fête. Et oui, ce sont les 20 ans de RT, donc il y a une soirée vendredi au Bolchoï Théâtre, d'ailleurs où je devrais intervenir pour RT en français. Voilà, donc fin de semaine très chargée, ce qui explique que j'ai dû décaler évidemment la conférence privée. Abonnez-vous à notre partenaire Géopolitique Profonde, donc le numéro de ce mois-ci est sorti, on y retrouve Laurent Ozon et on retrouve aussi Laurent Ozon publié chez Géopolitique Profonde, ça c'était quelque chose d'intéressant, et notamment donc tous ses travaux sur les néoconservateurs. Donc il y a eu plusieurs articles qui ont déjà été publiés. Je recommande d'ailleurs de le suivre sur X puisqu'il a des réflexions extrêmement intéressantes sur différents sujets. On avait parlé dans le cadre de la colonisation, notamment la différence entre colonisateur, colonisé et colon, et puis donc tous ces travaux sur les néoconservateurs, c'est extrêmement intéressant, ne manquez ça sous aucun prétexte. Ce qui m'a plu cette semaine, eh bien, c'est une des matinales de GPTV avec Nicolas Tucker, puisqu'il y a reçu à la fois Youssef Indy et Sylvain Ferreira. Et Sylvain Ferreira répond à un article, alors c'est moi qui lui avais transmis, d'ailleurs il le dit. Donc en fait cet article c'est un grand entretien du Figaro et dans lequel le général Schill nous explique qu'il a trouvé une nouvelle doctrine militaire qui va tout changer. C'est la doctrine qui donne davantage d'initiative donc aux subordonnés. Et en fait, immédiatement, Sylvain et moi avons eu la même réaction. Il nous ressort l'Auftragstaktik, c'est-à-dire le modèle initialement prussien de commandement où on donne énormément d'autonomie aux subordonnés dans un cadre défini. Et donc en fait, tout ce mythe de l'Auftragtaktik a été démontré alors, à la fois par Jean Lopez, à la fois par Sylvain Ferreira, puisque ça n'a pas marché en fait, ça ne marche pas. Ça peut marcher au niveau des petites unités, mais évidemment ça ne marche pas au niveau des plus larges. Et d'ailleurs, les exemples abondent. Je crois que Sylvain Ferreira va publier de nouveau un texte là-dessus. Et alors, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que c'est ce dont il est question dans la biographie de Jean Lopez sur Guderian. Donc le général Schill nous fait du réchauffé, il n'y a absolument rien de nouveau. D'ailleurs, à mon époque, ça s'appelait le CPPO, commandement participatif par objectif. Enfin voilà, pour trouver des sigles, ils sont très forts pour s'adapter à la guerre telle qu'on la voit se transformer sur le front ukrainien. Eh bien, c'est pas du tout la même chose. Comme vous le savez, si vous êtes de passage à Moscou et que vous voulez me rencontrer, je suis tous les dimanches à la sortie de la messe à Saint-Louis des Français. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de voir, donc c'était Elena et François, je crois, qui sont venus me faire un petit coucou et qui m'ont offert, et là je tenais à les remercier, le livre Servir du général Gamelin. Je rappelle le général de Villiers qui très bon Gamelin aussi, a publié le même, Servir, ou lui ce serait plutôt Servile. Donc c'est le livre qu'il a publié juste après la guerre pour expliquer que c'était pas de sa faute, qu'il a bien fait de faire ce qu'il faisait, etc., etc. Et évidemment, j'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais j'ai commencé à regarder la manière dont il se justifie pour le plan d'Aille. Le plan d'Aille, c'est-à-dire c'est le moment où l'armée française est rentrée en Belgique, tandis que les Allemands perçaient à Sedan. Et donc ça a provoqué l'effondrement de l'armée française. Et en fait, il est vraiment limité, Gamelin, puisqu'il explique qu'en gros, il fallait le faire pour l'honneur, parce qu'il faut défendre la Belgique. Voilà. Donc en fait, considération tactique, stratégique, opérative, non, c'est pour l'honneur. Bref, je vais le lire parce que c'est quand même intéressant, c'est une source première. Voilà, merci encore pour ce petit cadeau. J'ai beaucoup aimé également Thierry Mariani cette semaine interviewé sur Toxin où il analyse en fait la crise de régime dans laquelle on est, et notamment puisque là au moment où je tourne cette vidéo, la censure n'a pas été votée par le Parlement. Pourquoi ? Parce que comme sous la Troisième République, chacun est en train de bricoler pour essayer de sauver son mandat et évidemment ne veut pas le remettre en jeu dans le cadre d'une élection. Donc c'est ce à quoi on assiste, c'est ce que décrit d'ailleurs Thierry Mariani avec ce que je savais pas en fait, l'archer qui est là pour essayer que tout ça tienne bon, toujours cette espèce de petite magouille. Et en fait c'est vraiment une crise de régime, c'est une crise de la République en fait. Je pense que le général de Gaulle a sincèrement voulu faire de la République quelque chose de français en créant la cinquième, mais finalement ça n'a fonctionné que pendant les 11 ans où il était président lui-même. Sinon, ce truc, il faut s'en débarrasser. D'ailleurs, j'ai vu que l'héritier du trône de France, Louis de Bourbon, était toujours disponible. Pourquoi pas, au point où on en est. Et ce qui est clair, c'est que de toute manière, là, on va vers du turbo-socialisme, comme je l'avais annoncé, mais c'est peut-être pas plus mal. De toute manière, encore une fois, c'est irréformable. On l'a vu
l'URSS n'a pas pu se réformer. Quand vous êtes trop profondément rentré dans le socialisme, à part les Chinois qui savent faire ça, eh bien, vous ne vous en sortez que par une crise grave. Donc, plus tôt elle aura lieu, mieux ça vaudra. Donc, allons-y, prenons Piketty, Zuckman, mettons-les ministres des Finances, ministres de l'économie, de ce que vous voulez, qu'on aille au bout du socialisme une bonne fois pour toutes et que les Français en soient dégoûtés à jamais. Je crois que c'est vraiment la seule solution. Voilà. Je voulais, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous parler de la censure, de faire un état des lieux, donc à la fois au sein de l'Union européenne, mais particulièrement en France, puisque la France est le modèle de la censure pour le reste de l'Europe. Hein. Dès qu'il faut censurer quelqu'un, on fait appel à un Français. C'était le cas avec Thierry Breton. Et là, on a eu ce message donc, de Pavel Durov qui a été repris par Elon Musk, où il raconte qui est en train de promouvoir les lois pour censurer, pour contrôler, pour espionner tous les citoyens. Il les cite, c'est toujours important de désigner l'ennemi. Il s'agit de Nunes, donc le nouveau ministre de l'Intérieur, et de son ancien patron, c'est-à-dire Retailleau. Donc voilà, une fois de plus, c'est malheureusement, et ça c'est depuis la Révolution française, depuis la Terreur, la gauche française est le modèle de la répression. Dès que vous avez besoin de réprimer quelqu'un, vous prenez un bourgeois français, et là, vous lui donnez les responsabilités, et puis c'est parti. Donc, il faut rester très, très vigilant, il faut s'investir dans le numérique, il faut utiliser, il y a des instruments qui existent pour essayer de contourner toute cette censure. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième partie, c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que Rumble a gagné son procès contre l'État français, en fait. Alors, Rumble, je rappelle, c'est une solution alternative à YouTube. Vous avez Odyssey, mais Odyssey, souvent, la qualité n'est pas terrible. Hein, c'est très difficile à utiliser parce que c'est décentralisé. Alors que Rumble, en fait, c'est comme YouTube. Donc, la qualité est très bonne, c'est facile à utiliser. Et nous l'utilisons, mais il fallait jusque-là utiliser un VPN pour pouvoir y accéder. Et maintenant, donc, comme Rumble a gagné son procès contre l'État français, eh bien, vous pouvez l'utiliser sans VPN, donc n'hésitez pas, c'est de bonne qualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en a appris plus sur ce procès, puisque Rumble s'était retiré soi-même du marché français parce qu'il ne voulait pas obéir aux ordres qui étaient donnés par le régime d'Emmanuel Macron par email. Et donc, ils ont refusé de donner un email en disant, puisque c'est comme ça, puisque la France est un pays où n'importe quelle officine, a priori, c'est le ministère de l'Intérieur, peut vous demander de fermer tel ou tel compte, eh bien, on préfère ne pas y aller. Donc, Rumble, encore une fois, comme Odyssey, applique la loi. C'est-à-dire, si jamais il y a officiellement par décision de justice un compte qui est censuré, eh bien Rumble applique la censure, comme Odyssey, comme Telegram, comme Twitter. Mais c'est pas ça que voulait évidemment le régime socialiste français. Ce qu'il voulait, c'était la censure a priori, comme ce que fait ou que faisait YouTube. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. D'autant plus que je rappelle que donc, le fondateur de Rumble s'appelle Pavlovski, je crois, donc c'est un Américain, un libertarien. Et une des personnes dans lesquelles il est associé sur cette plateforme, c'est J.D. Vance, qui depuis est devenu vice-président des États-Unis. Donc je pense que le régime gauchiste français hésitera à deux fois avant de faire des misères à Rumble. Donc ça, c'est une première bonne chose. Deuxième bonne chose, et ça aussi, c'est l'effet de Trump, c'est-à-dire que YouTube est en train de rétablir des comptes qui avaient été fermés. Alors nous, sur Stratpol, nous avons fait notre demande, et ce qui est intéressant, c'est que je sais de confidence que j'ai eue, que là aussi, la décision de fermer Stratpol, c'était un courrier qui avait été envoyé, je crois que c'était par le ministère de l'Intérieur, et donc mon compte avait été fermé sans aucune raison. Donc j'espère qu'il va être réouvert. Le compte de François a été réouvert, le compte de Silvano Trotta aussi, donc plusieurs comptes ont été réouverts, pourquoi pas celui de Stratpol. On verra bien jusqu'à quel niveau nous sommes l'ennemi public ou pas. Voilà, donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Économie maintenant, avant tout, investissons en Russie. Nous avons notre structure donc, qui s'est un peu adaptée à la demande, hein, donc Divergence Investments. Donc l'idée c'est de vous permettre de venir et d'investir en Russie. Donc on a maintenant désormais des partenariats avec des grandes institutions financières russes. Donc n'hésitez pas à aller voir en description de cette vidéo. Trump a décidé peut-être de relancer la guerre contre Pékin. Donc visiblement il n'est pas content, ça on en avait parlé du fait que avec les droits de douane que Pékin a mis, désormais le soja américain est trop cher. Donc les Chinois sont en train d'acheter du soja brésilien. Donc c'est une catastrophe pour les producteurs de soja. Donc Trump leur avait promis de leur donner l'argent qui était récolté grâce aux droits de douane, etc. Bon, là, visiblement, ils veulent faire plus frontal. Le problème aussi, c'est que la Chine a de quoi réagir et elle a mis en fait un contrôle très strict vis-à-vis de l'exportation des terres rares, notamment le gallium, le germanium, l'antimoine.
Et contre ça, eh bien, Donald Trump ne peut pas faire grand-chose. Alors, une fois de plus, on parle de mettre des 500% de droits de douane si jamais la Chine continue à importer du pétrole. Donc, autant arrêter complètement le commerce avec la Chine. Hein. C'est encore une fois des chiffres qui ne veulent rien dire. Et ce que révélé Laurent Michelon, d'ailleurs, qui interviendra vendredi dans notre émission ici Moscou, hein, sur RT en français, ce que souligne Laurent Michelon, c'est qu'en fait, en 4 ans, la Chine a été capable de s'affranchir de sa dépendance vis-à-vis de la production d'hélium par les États-Unis. Donc ça aussi, c'est très intéressant, ça traduit vraiment la vision chinoise, c'est-à-dire de considérer que Washington est un État hostile et qu'il faut se préparer à être totalement souverain dans tous les domaines. Donc il faut peut-être s'attendre de nouveau à une guerre commerciale entre Washington et Pékin, alors qu'on était plutôt arrivé sur un compromis. Cela dit, depuis, Donald Trump a légèrement battu en retraite, et même Scott Bessent, qui est le secrétaire d'État américain au Trésor, qui est le principal partisan des sanctions contre la Chine, contre la Russie d'ailleurs, qui croit réellement que ces menaces peuvent fonctionner, eh bien, a donné une interview et dans lequel finalement il est en train de battre un peu en retraite en expliquant que finalement c'est les Chinois qui sont méchants, mais que les Américains sont gentils et que la Chine se bat contre le reste du monde. Donc visiblement là aussi, il y a quand même un problème de dissonance cognitive, hein, vis-à-vis de la réalité du monde dans lequel on vit, la réalité économique avec la Chine, la réalité militaire avec la Russie. À suivre donc. Petite information toujours assez révélatrice pour bien comprendre ce que c'est que la richesse russe, en parité de pouvoir d'achat, ce sont les œufs, puisqu'en plus on nous avait raconté il n'y a pas très longtemps sur les médias de grand chemin qu'il y avait une crise des œufs en Russie. On nous a fait la même chose avec les crises de la pomme de terre, et bien finalement le classement international des œufs a été fait et la Russie est dans le top 5 des œufs les moins chers. Alors j'ai voulu vérifier d'ailleurs le chiffre sur Moscou, j'ai regardé le moins cher qu'on puisse trouver, c'est 88 centimes d'euros pour 10 œufs, puisqu'en Russie les œufs sont vendus par 10, mais encore une fois c'est Moscou, ce qui fait à peu près 1 euro pour la douzaine, et en France le moins cher c'est 3 euros. Voilà ce que c'est que la parité de pouvoir d'achat, c'est pareil pour l'essence en fait. Donc quand on vous fait des annonces de salaire en Russie, en disant regardez ils gagnent beaucoup moins qu'en France, il faut aussi regarder ce qu'on peut acheter à somme égale entre la France, la Russie, les États-Unis. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la parité de pouvoir d'achat, et qui démontre que en parité de pouvoir d'achat, l'économie russe est la première d'Europe et la 4e au monde derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde. L'Inde, d'ailleurs, qui vient, une fois de plus, d'envoyer balader Donald Trump. Donald Trump avait annoncé qu'il avait eu Modi au téléphone, qui lui avait dit qu'il allait cesser d'acheter du pétrole russe, ce qui est quasiment impossible étant donné la part du pétrole russe dans les importations globales de l'Inde. Et le ministère des Affaires étrangères indien a répondu en disant que ce qui motiverait l'achat du pétrole, c'était l'intérêt supérieur de l'Inde. Et d'ailleurs, on voit sur cette photo le Premier ministre Modi glisser une quenelle à Donald Trump. Zelensky va avoir besoin d'encore plus de gaz russe. On va le voir sur la carte des opérations militaires. Les frappes dans la profondeur russe continuent, elles font très très mal. Et donc, non seulement donc, les réseaux de gaz sont détruits, il y a quelques réserves de gaz en Ukraine. Avant la guerre, ça permettait de produire, je crois, 30 à 35% de la consommation ukrainienne. Eh bien, la Russie est en train de frapper dessus. Donc, et Zelensky et le directeur de Naftogaz ont annoncé qu'il allait falloir importer encore plus de gaz, importer de l'électricité, etc., etc. Et tout ça, évidemment, ça va passer par les pays voisins de l'Ukraine, c'est-à-dire, entre autres, la Slovaquie, la Hongrie, donc ces pays qui importent leur gaz, leur pétrole de Russie. Et ça montre l'absurdité de la position de l'Union européenne sur les questions énergétiques vis-à-vis de la Russie. Économie enfin, un tableau intéressant qui montre les conséquences de la fin de l'aide américaine à l'économie kievienne. Donc l'on voit, c'est une moyenne sur tous les mois depuis le début du conflit jusqu'en janvier, en gros jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. Donc il a décidé d'arrêter toutes les aides. Donc on le voit sur ce tableau, il s'agit de la moyenne mensuelle donc de l'aide qui était apportée. Donc la colonne de gauche, c'est la moyenne du début du conflit jusqu'à janvier 2025 non compris. Donc on voit l'aide américaine domine, elle passe devant celle de l'Union européenne, et à partir de janvier, on voit l'aide américaine en fait diminue fortement, parce qu'en fait elle s'est prolongée en fait jusqu'à ce que Donald Trump soit investi président. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit reliquat, on le voit en bas. Et depuis le mois de juillet, eh bien, il n'y a plus aucune aide américaine, et on voit que l'aide de l'Union européenne a également largement baissé. Elle a pu compenser pendant le premier semestre 2025 la fin de l'aide américaine, mais aujourd'hui elle atteint ses limites et elle a baissé de 57%.
Donc c'est quand même intéressant, ce qui montre, quelles que soient les déclarations qu'on peut entendre du côté de Donald Trump, de Pete Hegseth, on va revenir dessus, l'affaire semble quand même pliée pour le régime otano-kievien. Politico-diplomatique maintenant, Zelensky visiblement prépare à la fois les élections et en même temps à essayer de tenir Odessa. Je pense que c'est le résultat de la pression qui est mise notamment par Varsovie, par Londres et sans doute par Washington, de absolument préserver Odessa, donc d'en faire une forteresse. Je rappelle qu'au début du conflit, la défense militaire avait été confiée à Marchenko, donc qui est un bandériste fanatique, on peut dire un néo-nazi, et qui était d'ailleurs pris en photo avec Bernard-Henri Lévy. Comme quoi il y a des nazis sympas et des nazis pas sympas, ça dépend de quel côté vous vous trouvez pour Bernard-Henri Lévy. Donc pour Zelensky, l'enjeu c'est de durcir le contrôle de cette ville qui est restée profondément russe. C'est fondée par la Grande Catherine et par le duc de Richelieu. C'est une première chose. Et deuxièmement, visiblement, Zelensky se prépare aussi à des élections. Donc pour ça, il faut prendre le contrôle des grandes villes. Alors, pourquoi je parle particulièrement d'Odessa ? Eh bien, parce que la méthode qui a été choisie par Zelensky, c'est de faire perdre la nationalité au maire d'Odessa actuel qui s'appelle Gennady Trukhanov, qui est accusé par la police politique kievienne, c'est-à-dire le SBU, d'avoir la double nationalité russe. Donc Trukhanov a nié, visiblement il ne veut pas se laisser faire, mais ça risque d'être extrêmement compliqué. Et pour ceux qui ont lu mon livre, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, je fais le point sur ces différents gouverneurs, maires de grandes villes en Ukraine, qui à l'origine étaient donnés pro-russes, et qui finalement se sont totalement alignés derrière Zelensky, pour des raisons de corruption, notamment ce Trukhanov était cité dans les grands scandales financiers internationaux, ce qui évidemment est un moyen de le tenir. Donc pour l'instant, il n'avait pas été inquiété, il avait fait des déclarations anti-russes, il s'était mis à apprendre l'ukrainien comme tout le monde. Voilà, donc ce genre de personnage, finalement, on en retrouve dans toute l'Ukraine, des anciens du Parti des Régions qui étaient censés être pro-russes. En fait, il était pas du tout. Ce sont des gens manipulables qui n'ont jamais représenté une véritable opposition, ni contre Poroshenko, ni contre Zelensky, et qui pensaient qu'en se soumettant complètement, eh bien, ils seraient préservés, leurs intérêts seraient préservés. Pour paraphraser Churchill, il avait le choix entre le déshonneur et la guerre, il a choisi le déshonneur et maintenant il a la guerre. Réelle politique maintenant à l'international, et évidemment ce sont des images qui n'ont pas fait plaisir à beaucoup de monde, c'est la rencontre entre Ahmed Al-Shara à Moscou avec Vladimir Poutine. Donc là, on est en plein dans la réelle politique. Bon, de toute manière, Bachar el-Assad ne reviendra pas au pouvoir. Il est à Moscou, à moins d'un renversement complet de la situation sur le terrain. Mais autant il a été très courageux et il a gagné la guerre, autant il a perdu la paix en laissant son clan faire n'importe quoi. Donc voilà, maintenant la Russie a acté, c'est quelque chose qui se prépare depuis plusieurs mois, a acté la victoire de Al-Shara et Vladimir Poutine a accepté de le rencontrer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'Al-Shara a déclaré à cette occasion que tous les engagements du gouvernement syrien précédent seraient respectés par la nouvelle administration, c'est-à-dire la base de Tartous, c'est-à-dire la place particulière de la Russie dans le dispositif. Donc, même si c'est pénible à voir, c'est une victoire diplomatique de la Russie qui était de toute manière nécessaire. La Russie ne peut pas se permettre d'ouvrir un second front. Elle n'aurait de toute manière, répétons-le, absolument rien pu faire. Il y avait 7500 soldats au moment où le régime de Bachar el-Assad s'est complètement écroulé, ce qui n'est pas du tout ce qui s'est passé au début du conflit. On se souvient, l'armée d'Assad tenait bon et petit à petit, elle a eu le renfort de l'Iran, le renfort de la Russie, ce qui lui a permis de triompher. Et là, ce qui s'est passé il y a un an est totalement différent. Donc la Russie devait préserver ses intérêts, éviter l'ouverture d'un second front, et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a besoin de cette base, notamment pour rayonner vers l'Afrique, même si là aussi, en principe, en Libye, elle devrait pouvoir s'installer durablement, entre autres en Libye. Il y a eu cette semaine une rencontre à Douchanbé, donc au Tadjikistan, entre les membres de la CEI, donc c'est essentiellement des pays d'Asie centrale, où on voit d'ailleurs que la Russie continue à rayonner dans son ancien empire, et également la Biélorussie, qui est membre de la CEI. Mais ce qui était le plus intéressant, c'était la présence à cette réunion à Douchanbé du président azéri, donc Aliyev, car on se souvient que depuis l'été dernier, la relation est extrêmement tendue entre Moscou et
bas coût pour différentes raisons. Il y a l'avion de Azal donc, qui s'est écrasé suite à une opération anti-aérienne de l'armée russe contre les attaques de drones qui viennent. Donc Vladimir Poutine a reconnu la responsabilité de l'État russe et a annoncé que les familles seraient dédommagées. Et l'autre raison est que les forces de l'ordre russes ont neutralisé des chefs de la mafia azérie, on peut l'appeler comme ça, donc qui étaient très connectés avec le régime azéri en Azerbaïdjan. Donc ça n'a pas fait plaisir. On se souvient qu'il y a eu une arrestation de jeunes Russes qui étaient présents en Azerbaïdjan, qui ont été battus. Les images étaient assez dures à voir. Et malgré tout, et ça, encore une fois, je l'ai dit, c'est un exemple de la manière dont il faut gérer une relation diplomatique compliquée, c'est que d'un côté, vous aviez le ministère des Affaires étrangères russe qui disait l'Azerbaïdjan est notre ami, c'est notre partenaire stratégique, ce qui est vrai dans le corridor nord-sud qui est en train de se mettre en place, et on essaie de nous diviser, mais ça ne marchera pas. Et à côté, vous avez les forces de l'ordre russes qui ont entrepris de décapiter la mafia azérie, de même décapiter la diaspora azérie. L'armée russe, elle, a bombardé les infrastructures qui permettaient le transit du gaz, du pétrole azéri vers l'Europe. Donc ça a fait très mal. Et finalement, Aliyev a compris qui commande. Et après avoir juré ses grands dieux qu'il n'en ferait rien, est retourné se soumettre à Vladimir Poutine. Donc bonne opération. Et je dois dire que une fois de plus sur Stratpol, nous ne nous étions pas trompés. Nous avions annoncé que de toute manière, l'Azerbaïdjan n'a pas la taille critique, même avec l'aide de l'Angleterre, des États-Unis, pour tenir face à la Russie. Armement maintenant, et on va parler d'armement français. Tout d'abord le César, donc le César qui a été livré à l'Ukraine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de vidéo, mais on a vu un Lancet, donc c'est un drone guidé russe qui a eu énormément de succès sur le conflit ukrainien, qui a réussi à frapper un César. C'est très dur de frapper un César parce que c'est un système extrêmement mobile, donc à peine a-t-il tiré ses 6 coups en moins d'une minute et qu'il peut décrocher, et le premier obus arrive que le César n'est déjà plus sur sa position. Mais là, visiblement, ça n'a pas suffi, sans doute que les moyens d'observation du champ de bataille russe sont de plus en plus efficaces, et que même à 30-40 km, ils arrivent à les repérer. Ça n'empêche que les États-Unis, le Pentagone, est intéressé pour un système comme le César. Effectivement, le système César, comme on l'a dit, est un système relativement bon marché, facile à produire, et puis c'est du génie français, on peut en être fier. Voilà, comme je l'ai dit au début du conflit, le César est sans doute le meilleur armement qui a été transmis par le régime d'Emmanuel Macron au régime de Vladimir Zelensky. Heureusement, il n'y en avait pas beaucoup. Continuons dans notre patriotisme économique et industriel. L'Airbus A320 est l'avion le plus vendu de tous les temps. Donc c'est la technologie française, même si après, EADS, à l'époque ça s'appelait EADS, c'est élargi dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne. Malgré tout, c'est de la technologie française et on peut en être fier. Et on peut également être extrêmement fier de Dassault. Dassault a produit son 300e Rafale, et la compagnie française doit encore honorer près de 250 commandes supplémentaires, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête là, puisque aujourd'hui en Occident, c'est le meilleur avion dont on dispose. Quoi qu'en dise le ministre de la Défense belge, qui essaie de justifier l'achat de ces cercueils volants que sont les F-35. Donc, voilà, belle performance. Et on peut espérer que la France se retire du projet SCAF, qui se terminerait de toute manière par un échec, par un mauvais avion. Ça a été le cas de l'Eurofighter. Heureusement que la France s'en est retirée. Dassault est largement capable de produire les avions de prochaine génération tout seul, voilà, et de les vendre. C'est ce qu'il faut faire. Et en plus, si jamais on coopère avec les Allemands ou avec les Espagnols ou qui vous voulez, ce sera évidemment au prix de transfert de technologie, et on ne doit rien transmettre. Au début de la guerre de l'OTAN contre la Russie en Ukraine, j'avais évoqué le fait que, grâce à Dieu, le complexe militaro-industriel russe était sous contrôle de l'État, donc il pouvait contrôler les prix et ne pas produire n'importe quoi. Il n'y avait pas de lobby militaro-industriel en Russie. Mais paradoxalement, en France, on est dans une situation complètement différente, puisque la France est dirigée par un traître, qui est Emmanuel Macron, et qu'on voit ce qu'il a fait avec Alstom. Et il est évident que si l'État français avait les manettes sur Dassault, notre fleuron national aéronautique aurait été liquidé, vendu aux Américains depuis longtemps, comme pour Alstom. Donc finalement, il n'y a pas de recette miracle, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de lobby de l'armement, comme on peut le voir aujourd'hui aux États-Unis, où c'est institutionnalisé, ou en Allemagne avec le poids de Rheinmetall maintenant dans la continuation de la guerre de l'OTAN contre la Russie.
Empire du mensonge maintenant, et l'on va parler de Grand Continent. Alors Grand Continent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fanzine atlantiste, on y trouve les plumes les plus pro-OTAN de France. Et d'ailleurs, généralement, souvent, c'est des articles qui sont copiés sur ce qu'on peut trouver dans la presse néoconservatrice. Je vous renvoie encore à leur raison, aux États-Unis. Et là, ils ont sorti un article, et je remercie Jérémy de me l'avoir envoyé. Ils ont sorti un article où ils expliquaient que d'ici 2030, la Russie pourrait perdre la moitié de sa flotte. Ils citaient comme source les déclarations du président de Rosaviatsia, donc Dmitri Yadrov. Vous me connaissez, je fais comme avec l'IFRI, puisque je connais leurs techniques de mensonge, c'est à peu près les mêmes. Je suis allé à la source. Et effectivement, Dmitri Yadrov a fait quelques déclarations, sauf qu'il ne parle pas de la perte d'ici 2030 de la moitié de l'aviation civile russe, mais du tiers. Donc c'est déjà un petit peu différent, mais on sait les gauchistes ont un peu de mal avec les mathématiques. Le sens de l'article de Grand Continent, c'est pour expliquer que les sanctions fonctionnent, puisque vous savez, il y a des sanctions qui interdisent la vente non seulement d'avions à la Russie, d'avions civils, mais également de pièces détachées. Alors la Russie a réussi à contourner la plupart du temps les importations de pièces détachées par des pays tiers. Quand on regarde plus précisément les déclarations de Dmitri Yadrov, on voit que 76 compagnies aériennes opèrent 1135 avions, dont 1088 sont actuellement en opération. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que quand on regarde la composition de ces 339 avions qui vont être tirés du service effectivement d'ici 2030, parce qu'ils sont vieux, et bien sur ces 339, il y en a 230 qui sont d'origine soviétique ou russe. Donc ce sont des avions assez vieux. Donc en fait, le retrait de ces avions n'est pas dû aux sanctions. Voilà, ce sont des avions russes qui sont arrivés en fin de potentiel. Et à côté de ça, il y a 109 avions d'origine étrangère. En ce qui concerne les hélicoptères, 190 hélicoptères sur les 200 qui ont été retirés, en fait, sont de production russe. En ce qui concerne les hélicoptères, ce ne sera absolument pas un problème de les remplacer, puisque la Russie est un des principaux producteurs d'hélicoptères militaires ou civils au monde, donc ces 200-là ne posent pas un problème. En ce qui concerne le remplacement de ces 339 avions, eh bien, tout va dépendre de la capacité de la Russie à tenir le plan qui a été annoncé par Mishustin en 2022, c'est-à-dire la production de 600 avions 100% russes d'ici 2030. Donc pour l'instant, par rapport à ce plan, il y a un peu de retard, on ne peut pas le nier, mais les Tupolev 214 ont commencé à être livrés, le Superjet 100 de série, le premier, on en avait parlé, a été produit et désormais la production en chaîne va commencer. Le MS-21 qui va être le fleuron, qui remplacera les A320 ou les 737. Et même si le chiffre de 600 n'est pas atteint en 2030, la Russie produira suffisamment pour remplacer ces avions qui seront retirés du service. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant donc dans les propos du président de Rosaviatsia, c'est qu'il explique qu'il y a besoin de plus d'avions puisque les vols commerciaux sont en train de se développer à toute vitesse. Donc il faut suivre cette croissance. Il faut non seulement remplacer les 339, mais en produire encore 250 de plus. Voilà, donc c'est la même technique d'habitude de mensonge, celle qu'utilise notamment Dimitri Minik, j'en ai parlé dans mon dernier bulletin, c'est-à-dire on cite une source russe en espérant que personne n'ira vérifier, ça c'est raté, je m'en occupe, et on déforme ce qui est dit à l'intérieur de ces déclarations ou à l'intérieur de ces articles. Et tout de suite, le moment bunker. Das war ein Befehl! Le premier moment bunker, c'est Kaja Kallas, l'espèce de ministre des Affaires étrangères de la Commission européenne, qui nous explique que la Russie va devoir dédommager l'Ukraine. Donc ça, il va falloir expliquer à la classe dirigeante occidentale que ça n'arrive jamais que celui qui gagne la guerre paye des dédommagements. Lorsqu'on perd la guerre en 1870, non seulement on perd l'Alsace-Lorraine, mais en plus on paye des dédommagements à l'Allemagne. Et inversement, en 1918, quand l'Allemagne perd la guerre, non seulement elle nous rend l'Alsace-Lorraine, mais en plus, elle nous paye, enfin elle était censée en tout cas, nous payer des dédommagements. Et donc ça montre à quel point cette classe dirigeante européenne vit dans un monde parallèle, dans son bunker. Considération militaire générale maintenant, et je vais citer un bandériste, donc un des chefs de Azov, qui s'appelle Bogdan Krotevich. D'ailleurs, au passage, je suis allé voir son compte X, et il revendique la défense de Mariupol. Ce qui est quand même un des moments les plus lamentables de l'armée ukrainienne depuis le début du conflit. Cette grande ville de Mariupol de 450 000 habitants était prise en 2 mois, alors qu'encore une fois, l'armée russe a attaqué l'armée ukrainienne à 1 contre 3. Bref, bon, visiblement, il en est fier. Il doit lui aussi
croire à sa propre propagande, mais c'est pas pour ça que je voulais parler de lui. Il a fait une déclaration qui confirme ce que Sylvain Ferreira et moi avions analysé, c'est-à-dire que le passage au corps d'armée est une fiction en Ukraine. C'est-à-dire que déjà au niveau des effectifs, on avait vu que c'est des corps d'armée, quand on regardait leur composition, c'était entre 10 et 20 000 soldats, alors qu'un corps d'armée, on est plus autour de 40 et 50 000. Ensuite, le corps d'armée, c'est pas tout d'avoir un corps d'armée, il faut avoir un état-major capable de diriger un corps d'armée. Et ce que dit Krotevitch, c'est ce que nous avions dit Sylvain Ferreira et moi, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, que ces corps d'armée n'ont jamais manœuvré ensemble, qu'il n'y a aucun état-major qui existe pour précisément organiser ces manœuvres. Donc finalement, l'armée ukrainienne, otano-kievienne, est condamnée à continuer à bricoler, à envoyer des unités éparses de ci, de là, du nord au sud, au fur et à mesure que les Russes déploient leur stratégie Broussilov d'attaque sur toute la ligne de front, là où ils sentent une faiblesse arriver. Merci pour cette confirmation, monsieur Bogdan Krotevitch. Considération militaire générale toujours, et la Pologne a récidivé, ou plutôt la classe dirigeante polonaise a récidivé, avec notamment le ministre des Affaires étrangères, dont Radosław Sikorski, qui est un des plus russophobes. Il est marié à Madame Applebaum, qui est une américaine rabiquement anti-russe, et donc il continue sa politique anti-russe. Et il a fait une déclaration intéressante en disant que l'Ukraine planifiait de continuer la guerre pendant 3 ans, et que l'Union européenne devait être prête à l'aider. Donc ça, en fait, c'est l'ordre qui est donné par l'Union européenne. Il faut continuer la guerre pendant 3 ans, jusqu'à ce que les démocrates reviennent au pouvoir aux États-Unis, et comme ça repartira comme avant. Et finalement, la grande peur donc, de Radosław Sikorski et de la classe dirigeante de l'Union européenne en général, c'est que la guerre s'arrête. Et parce que, comme on le voit, il y a des problèmes de financement, on l'a évoqué, il y a des problèmes d'armement, il y a des problèmes de recrutement. Donc ça, finalement, c'est l'ordre qui est intimé par la Pologne, donc la polonaiserie, comme dirait un de mes amis, qui est donnée à l'Ukraine. Et c'est pas la seule polonaiserie qu'on a pu entendre cette semaine, puisque le ministre de la Défense polonais, Kosiniak-Kamysz, a déclaré que désormais l'Union européenne, la Pologne, était menacée sur son flanc. Alors qu'encore une fois, la seule frontière en commun entre la Pologne et la Russie, c'est Kaliningrad, c'est l'enclave de Kaliningrad. La Pologne a une frontière commune avec la Biélorussie. Et Loukachenko n'a absolument pas envie ni de rentrer dans la guerre contre l'Ukraine, ni de rentrer évidemment en guerre contre la Pologne. Donc on est dans du grand n'importe quoi, mais je le répète, la Pologne, les pays baltes sont des pays irresponsables et dangereux dans la Baltique. La menace aujourd'hui de déstabilisation de l'Europe vient de la Baltique à cause de ces 4 pays. Et dernière considération militaire générale, on lit dans toute la presse, essentiellement américaine, que, comme si c'était une nouveauté, que les États-Unis aident l'Ukraine pour les frappes dans la profondeur, donc sur les cibles énergétiques russes. Alors ça, c'est une évidence, et depuis le début, encore une fois, si jamais l'Amérique n'est pas là, il n'y a plus de transmission dans l'armée ukrainienne avec Starlink, et il n'y a plus de tirs possibles et de renseignements militaires sur le terrain sans les systèmes de satellites américains. Voilà, c'est absolument pas remplaçable. Mais l'idée de ceux qui écrivent ces articles et qui font ces gros titres, c'est d'essayer de convaincre l'administration américaine que il faut continuer à aider, il faut livrer des Tomahawks, etc., etc. Mais ce n'est absolument pas une nouveauté. Ce qui est présenté comme une nouveauté, encore une fois, n'en est absolument pas une. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires, et je voudrais vous parler un peu d'un acte qui pourrait être un acte de résistance qui s'est passé dans le Tennessee, où une usine de munitions d'explosifs américaines a été détruite par un incendie. Donc pour l'instant, l'enquête suit son cours, mais vous avez été beaucoup à me poser la question sur les réseaux sociaux pour savoir si ça pouvait être un acte de résistance d'Ukrainiens réfugiés aux États-Unis. Pourquoi pas ? Bon, pour l'instant, on va plutôt privilégier la thèse de l'accident, mais on ne peut rien exclure. Je rappelle, toutes ces petites punaises jaunes, ce sont des actes attribués à la résistance ukrainienne en Europe contre les sites militaires ou les sites logistiques de l'OTAN pour l'Ukraine. Beaucoup de frappes dans la profondeur de part et d'autre. Les plus spectaculaires se sont produits du côté ukrainien, notamment le barrage électrique près de Kamianskoye ici a été touché, donc visiblement durement, comme on peut le voir sur ces images. Mais ce n'est pas tout, les Russes ont également frappé sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, comme d'habitude, et sur l'exploitation
des puits de réserve de gaz ici. Donc, vous vous souvenez, nos petites punaises vertes signifient qu'il y a des ressources naturelles. Ici, ce sont des forages pour exploiter le gaz et les Russes ont tapé dessus. Visiblement, ça a fait très mal, si l'on en croit les déclarations des responsables ukrainiens. Une frappe aussi très spectaculaire a eu lieu vers Tchernigov, à cet endroit-là. La ville de Kiev a connu un blackout quasi total suite aux frappes russes sur les systèmes énergétiques. Voilà, il y a eu d'autres frappes, mais celles-là m'ont paru les plus spectaculaires. On passe maintenant sur la ligne de front. Il y a des rumeurs comme quoi des unités russes auraient traversé le Dniepr pour s'installer ici à Karabel, mais j'ai quelques doutes à confirmer. Les combats continuent en direction de Zaporozhye, les Russes ont un petit peu avancé, mais rien de vraiment significatif. Du côté de Gouliapol, en revanche, les Russes continuent leur progression. Alors là, les Ukrainiens ont contre-attaqué du côté de Verbovo, à cet endroit-là. On ne sait pas trop ce qu'il en est aujourd'hui. En revanche, les Russes ont pris et consolidé leur position autour d'Alexeïevka, à cet endroit-là. Plus au nord, les Russes avancent bien du côté de Pakrovsk, puisqu'ils se sont emparés des localités de Novopavlovka, à cet endroit-là. Ils se sont également emparés de Kozatskoye, ici, et de Balakhan, à cet endroit-là. On se souvient qu'il y a quelques semaines, les Kieviens avaient tenté une contre-offensive absurde en direction de Myrnoé. C'est l'échec complet. Au nord, ça se passe également mal pour les forces ottano-kieviennes, malgré les déclarations triomphantes, que d'ailleurs plus personne ne croit, de l'état-major ottano-kievien. Les Russes ont avancé vers la localité de Shkharkovo, à cet endroit-là, ont repris la localité de Vladimirovka, à cet endroit-là, et tentent toujours de piéger les unités ottano-kieviennes envoyées pour contre-attaquer dans ce petit chaudron ici. Plus à l'est, les Russes ont consolidé leur position en direction de Konstantinovka. Ils auraient lancé une offensive à partir d'ici, mais ce n'est pas confirmé. On note une frappe de représailles terroriste avec un drone sur un bus civil du côté de Gorlovka, qui est sans doute lié au déboire de l'armée ottano-kievienne, précisément dans cette région. Plus au nord, la pression continue sur Seversk, sur Liman. Plus au nord, dans la direction de Borovaya, les Russes se sont emparés de la localité de Borovka-Andreevka, à cet endroit-là, et donc se rapprochent du bastion principal. À l'ouest, dans la ville d'Izium, qui était contrôlée par les Russes jusqu'à l'automne 2022, on a vu pour la première fois des drones s'abattre sur des cibles militaires. Donc comme on le soulignait la dernière fois, c'est l'objectif suivant pour les Russes après Liman. Plus au nord encore, plusieurs sources affirment que la ville de Kupiansk serait tombée totalement ou quasiment totalement entre les mains des Russes. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation, donc je laisse comme ça, mais ça voudrait dire qu'ici, les milliers de soldats ottano-kieviens coincés dans cette poche-là seraient tous encerclés. À suivre donc. Plus au nord encore, même si la ligne de front n'a pas réellement bougé, la bataille de Volchansk toucherait à sa fin et les Russes seraient en train de l'emporter, ce qui leur permettrait d'avancer vers Veliki Burluk et là aussi de revenir sur le terrain qu'ils contrôlaient en 2022. Dans la direction de Soumy, les ottano-kieviens tentent de reprendre la localité d'Alexeïevka à cet endroit-là. Pour finir, ajoutons que le régime kievien a donné l'ordre d'évacuation des populations qui vivent dans cette zone-là de la région de Kharkov et également dans le Donbass. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 16 octobre 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. Et puis, allez voir donc notre vidéo sur Rumble, allez voir sur Odyssey, allez voir sur tous nos réseaux sociaux. N'oubliez pas ce que dit Pavel Durov sur Telegram, repris par Elon Musk. La situation est grave. On a en face de nous un régime aux abois, plus que jamais, et qui va essayer de tout censurer pour garder le contrôle. En tout cas, les nouvelles sur le terrain sont bonnes, comme vous l'avez vu. Les nouvelles économiques sont bonnes, diplomatiques aussi. Donc, tenez bon, courage, on les aura.